Alors, sans plus tarder, maintenant qu'on a ouvert un petit peu, vous savez de quoi on va parler, c'est bien secret, c'est véritablement de développement économique, de création de valeur. Et pour commencer, je vais ouvrir la première table ronde et je vais appeler Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Cher Pierre, si tu veux bien nous rejoindre. Il est où, Pierre? Il est là, toujours fidèle au poste. Je vais appeler aussi Michel Alexeff. Où est Michel, le président de la Chambre de métier et de l'artisanat? Il est où, Michel? Il n'est pas encore là. Et Philippe Sueur. Est-ce que Philippe est là? Oui, bien sûr qu'il est là, Philippe. Philippe Sueur, qui nous rejoint, donc maire d'Anguin, président du CEVO, président de la CEMAVO. Bienvenue à toi, cher Philippe. Voilà. Nous ferons ça en 2 sets, 30 minutes avec nos chambres consulaires et institutionnelles et 30 minutes avec les entreprises. Bienvenue à vous deux. Donc il nous manque la chambre de métier, mais je pense qu'il va nous rejoindre. Alors je disais dans mon propos introductif tout à l'heure, quel est le pouls du Val d'Oise? Comment se portent les entreprises dans le Val d'Oise? Qui veut répondre à ça? Rapidement, l'idée c'est on va passer à plein de questions assez rapidement, mais voilà, comment est-ce que vont les entreprises du Val d'Oise aujourd'hui, au moment où on se parle? Et si on passait directement à la deuxième question, Monsieur le Président, parce que elle n'est pas terrible celle-là. Les entreprises du Val d'Oise se portent aussi bien que les entreprises sur tout le territoire national, c'est-à-dire que c'est pas terrible. Il y a certains secteurs qui s'en sortent un peu mieux que d'autres, notamment tout ce qui est lié à l'aéronautique. On parle aussi de l'armement, mais l'armement, moi j'ai rencontré des entreprises cette semaine de l'armement qui me disent qu'on leur a annoncé des commandes, ils ont fait des investissements, ils ont organisé leur outil de production, mais ils n'ont pas les commandes pour l'instant. Donc c'est quand même... Pourquoi Ils les attendent. Ils n'ont pas forcément la réponse. Après, les autres secteurs, enfin honnêtement, en ce moment, c'est quand même un peu compliqué partout. J'ai pas les chiffres pour le Val d'Oise, mais en France, vous savez qu'on ferme 25 restaurants par jour en ce moment, aujourd'hui. Donc, je crois que même si le Val d'Oise, on a eu l'occasion de le dire, se porte un peu moins mal que les départements voisins, globalement, la situation est quand même difficile et inquiétante. Le problème surtout, depuis 2026, depuis le début de l'année 2026, c'est qu'on a une vraie absence de prévision, de perspective. Bonjour Michel. Et donc voilà, c'est extrêmement inquiétant. Et comment est-ce que, si on se pose la question, vu de l'extérieur, comment est-ce que les investisseurs étrangers perçoivent le Val d'Oise? Peut-être Philippe, est-ce qu'on a une chance de voir des entreprises étrangères venir s'installer dans le Val d'Oise? Oui, tout à fait. Le Val d'Oise est une terre véritablement d'attractivité. Nous y travaillons là, évidemment depuis longtemps, parce que le CEVO, comme la CEMAVO, qui est l'appui en aménagement, mais le CEVO ayant une agence, un bureau à Osaka et également à Shanghai, nous avons pu aujourd'hui réunir sur ce territoire 64 entreprises japonaises, et pas n'importe lesquelles. C'est de la valeur ajoutée, c'est de la technologie, c'est de l'emploi, puisque il y a parfois un directeur, un dirigeant japonais, mais tout le reste, ce sont des cadres et des techniciens qui sont locaux. Voilà. Alors, attractivité permanente. Il faut dire, moi je voudrais rappeler pour tous mes collègues, je le dis assez souvent, le Val d'Oise, c'est 10% du territoire de l'Île-de-France. Le Val d'Oise, c'est 10% de la population de l'Île-de-France. Le Val d'Oise, c'est 7% seulement de l'emploi de l'Île-de-France. Mais c'est 13% du PIB. Donc, ça parle tout seul. Ça veut dire que nous sommes à la pointe. Nous avons la chance d'avoir dans les secteurs de l'aéronautique, qui était effectivement souligné par Pierre, nous avons là véritablement les leaders internationaux qui sont là. Quand on a Dassault, quand on a évidemment Falcon Service, qu'on a Safran, qu'on a Thales, ils sont là.
hein. C'est tout à fait exceptionnel. Et notre travail départemental, du CEVO, et vous les maires, hein, chacun sur les territoires où vous avez ces entreprises, nous devons en être les ambassadeurs permanents. Je peux dire un petit mot en complément juste. Oui, vas-y, on y reviendra de toute façon, mais vas-y. Parce qu'il se Après, trouve je passe la parole à il se trouve que quand je suis pas à la Chambre de commerce et d'industrie, je préside aussi un comité d'échange franco-japonais qui regroupe 170 entreprises japonaises. Et ce que vient de dire Philippe est très important. Il y a effectivement 64 entreprises japonaises dans le Val d'Oise sur 450 en France. Donc c'est juste énorme. Et c'est un exemple de ce que peut représenter le Val d'Oise vu de l'étranger. Et les Japonais, dans les années 60, ils copiaient tout. Aujourd'hui, ce sont nos alliés, les Japonais, parce qu'on a des ennemis dans le monde. Et les Japonais, ce sont vraiment nos alliés. Et moi, je suis très heureux et très fier de cette présence japonaise dans le département du Val d'Oise. Donc le Val d'Oise va devoir se mettre à parler japonais, hein? Sans problème. Ok, ça peut être une option. Michel. Alors Michel, tu représentes l'artisanat, le commerce de proximité, les petites entreprises. J'ai posé la question juste avant que tu arrives à Pierre, ça va prendre le pouls un peu. Comment vont les entreprises valdoisiennes? Je te pose la question, comment va l'artisanat valdoisien? Bien, désolé de mon retard, mais Je me suis levé parce que c'est pas... Voilà. Voyez pas sinon. il y a une voiture sur la 184 sur le toit, forcément ça fait un petit peu de ralentissement. Donc je vous prie d'accepter mes excuses. Oui, l'artisanat, d'abord dans le Val d'Oise, pour le rappeler que l'artisanat, c'est un pilier économique du territoire du Val d'Oise, avec 38 000 artisans. 38 000 artisans sur 250 métiers répartis dans 4 grands secteurs, qui est le bâtiment, les métiers de services, l'alimentation et la fabrication. Le Val d'Oise représente environ 10% de l'artisanat francilien. Il faut se le rappeler. C'est pas très loin d'ailleurs de ce que tu disais, mon ami. Un potentiel énorme, et ce qui en fait fait le vivier stratégique de l'emploi, de proximité et surtout de l'activité locale, du consommé local. Le nombre d'entreprises est unipersonnel. Globalement, 1 sur 2 et dont 1 sur 2 avec un salarié. Il y a 60 000 actifs dans le Val d'Oise au niveau artisanat, dont 23% de femmes et un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards. Ça laisse un petit peu quand même, je dirais, des résultats de TVA concernant le budget de l'État. Comment va l'artisanat dans le Val d'Oise? Alors, il s'avère que sur l'Île-de-France, puisque nous sommes régionalisés, nous avons fait donc un baromètre sur environ 1800 entreprises. 60% des artisans se plaignent, sont en baisse, en moyenne et forte baisse, contre 38%. Enfin 78%. Pourquoi ça baisse? Pourquoi? Parce que c'est l'énergie, c'est le carburant, c'est l'augmentation des matières premières. Le blé a augmenté, je veux dire toutes les matières concernant les boulangers, bon, qui vont pas trop mal en fait les boulangers, mais en tout cas les métiers de service qui ont besoin de matières premières, ça a augmenté, ça a explosé. Je laisserai mes collègues de la FFB développer ce genre de choses. Mais en tout cas, puisque d'un autre côté, il y a forcément moins d'argent, puisqu'on dépense plus, eh bien, on a moins de commandes. Donc forcément, l'artisanat s'en ressent, en fait. Vous voyez ? Ok, merci Michel. Donc il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, on a reçu Madame Croquevielle, qui est la directrice générale des finances du Val d'Oise. Et elle nous a montré des chiffres en conseil d'administration, et en particulier, évidemment, ceux du Val d'Oise. Il semblerait que sur le premier quadrimestre, sur le Val d'Oise, nous ayons une croissance de 0,7%, à rapprocher de la croissance francilienne, Île-de-France totale, à 3,2%. Tenant compte que ces 0,7% du Val d'Oise sous-pondèrent les 3,2% de la région Île-de-France, puisque nous représentons, et Philippe, tu l'as dit tout à l'heure, je crois, 13% du PIB. Donc forcément, il y a un impact. Et comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on analyse? Je ne sais pas si vous aviez ces chiffres-là ou pas. Donc ce n'est pas des chiffres qui sont très bons. Et donc la question qui vient derrière, parce que vous n'avez pas l'analyse sous la main pour pouvoir décrypter ce point-là, on le fera peut-être tout à l'heure avec nos invités, mais comment est-ce qu'on peut faire pour inverser ça? Parce que le postulat, c'est ce que vous venez de dire, c'est ces entreprises étrangères, japonaises notamment, qui sont venues s'installer dans le territoire du Val d'Oise, c'est l'artisanat qui souffre, qui est là, mais c'est les entreprises qui font ce qu'elles peuvent pour continuer à faire de la croissance, pour continuer à conquérir des marchés. Donc ça, c'est le postulat. Mais comment est-ce qu'on peut faire grandir le développement économique
dans le Val d'Oise avec les grandes entreprises, les petites entreprises et les entreprises internationales? Qui répond en premier? Vas-y, Pierre. Je pense que cette question-là aussi, elle est extrêmement compliquée. Les chefs d'entreprise, pour qu'ils développent leur entreprise, ils ont besoin d'une chose, ils ont besoin d'avoir un cadre et d'avoir des perspectives. L'autre jour, CCI France, notre maison mère, nous a envoyé un sondage où on disait que 82% des chefs d'entreprise en France sont pessimistes. Donc moi, j'ai commenté en disant, qui sont les 18% d'inconscients? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, franchement, tous les chefs d'entreprise sont inquiets. Il y a une situation, d'abord les crises se multiplient, il y a une situation mondiale qui est quand même inquiétante. Et puis, moi, je passe mes journées à visiter les entreprises. J'ai passé plusieurs journées, là, notamment sur Roissy, de voir de belles ETI. Tout le monde est inquiet. Et les rares qui ont du boulot, ils n'arrivent pas à recruter. Etc. Donc vraiment, la situation est très très compliquée. Comment changer ça? Déjà, il faudrait qu'il y en ait un certain nombre autour du globe qui se calment. Il faudrait qu'on ait quand même peut-être aussi une situation politique en France qui nous amène quelques perspectives. Parce que très honnêtement, sans parler de politique, parce que moi j'en fais pas, je pense qu'on peut quand même être un petit peu inquiet de ce qui s'annonce à l'avenir. Moi, je vois des candidats aux élections présidentielles qui se multiplient, etc. Puis pendant ce temps-là, vous avez des extrêmes qui laissent venir. Et qu'est-ce que ça va nous amener au niveau de nos entreprises? Quelles sont les perspectives que ça va amener à notre pays? Ce qui est à peu près certain, pour rebondir sur ton point, c'est que d'ici à la présidentielle, il ne va pas se passer grand-chose. Tout est figé. Déjà, l'année dernière, pour nos entreprises, et notamment les petites et les artisans, vous aviez les élections municipales. Excusez-moi, mais dans beaucoup de communes, il y a des investissements. Les quelques investissements qui étaient prévus ont été gelés ou repoussés. Moi, je vois un petit peu un frémissement, en tout cas en ce qui concerne les collectivités. Mais effectivement, pour une question que, très honnêtement, j'ai jamais vraiment compris, lorsqu'il y a des élections en France, il se passe rien au niveau business, et c'est quand même paradoxal. Tu as raison, on va repartir sur une autre question, parce qu'en fait, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on innove assez dans le Val d'Oise? Est-ce qu'on est suffisamment innovant? Alors, sans parler des grandes innovations qui secouent le monde en ce moment, je crois qu'on en parlera tout à l'heure avec Philippe de Sertine, mais si on prend le sujet de l'IA, par exemple, l'IA, je crois que 50% de tous les volumes d'IA qui se passent, ça se passe aux États-Unis. Et je crois qu'en Europe, on est autour de 4%, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que dans le Val d'Oise, on n'existe pas probablement. Quand 4% c'est l'Europe, le Val d'Oise dans l'Europe, c'est un confetti sur les... Est-ce qu'il n'y a pas des pistes à suivre là? On parle beaucoup de data center, on parle beaucoup de choses comme ça. Philippe, tu veux rebondir sur ce point? Tout à fait. C'est-à-dire que quand on veut faire de l'attractivité, il faut qu'il y ait deux séries d'éléments. Il y a les critères objectifs, c'est-à-dire un territoire, de l'emploi, de la mobilité, une université comme celle que nous avons, c'est une chance folle, parce que c'est une université transversale, extrêmement dynamique, qui a eu à travers un François Germinet, un président incroyablement innovateur. Ça, c'est un atout. Mais ce qu'il faut aussi, c'est réunir les éléments qui sont incorporels, ceux qu'on ressent. Il faut qu'un territoire, il soit attractif parce qu'il est dynamique, parce qu'il est innovant. Et le Val d'Oise, à travers ces grandes entreprises, a de l'innovation, mais il faut aller plus loin. Et c'est là-dessus que... Comment? Eh bien, nous avons la chance d'avoir sur l'est du département, notamment, donc ça a été lié au triangle de Gonesse, bien entendu, et malheureusement les replis ont conduit à une réduction de l'ambition, mais il y a Agoralim. Agoralim, c'est le concept d'une alimentation du futur avec la réduction des circuits courts, avec la production, avec la formation et l'implantation, grâce à la CEMARIS, les travaux démarrent l'année prochaine, du deuxième marché national. C'est quand même super. Ça, c'est de la dynamique. Et quand un entrepreneur extérieur au département sent que ça bouge, sent qu'on prend des risques, on le voit sur Cormeilles, nous avons là, sur l'aéroport de Cormeilles, une expérimentation de tout ce qui est l'aéronautique décarbonée, avec les aides-vol, les vertiports possibles. On a été extrêmement frileux, voire totalement castré aux Jeux Olympiques, puisqu'on n'a pas pu en faire l'expérience. Mais à travers le monde, ça se développe partout. Nous sommes les seuls en Île-de-France à appuyer cette idée. Donc, quand
hein, à l'extérieur, on se dit ça bouge, qu'on sait qu'il y a une agence, hein, c'est le CEVO, hein, qui est une plateforme ressources, hein, qui est celle qui permet d'aller vers les, comment dire, les réserves foncières. Alors ça aussi, ça c'est un handicap du département. Ah, On va en parler dans la, voilà, dans la seconde on en partie. parle après, hein, tout à fait, donc je reviendrai là-dessus. Mais quand on sent cette dynamique, effectivement, on a le regard sur le Val d'Oise et on ose s'implanter dans des domaines extrêmement innovants, sur la robotique, sur l'IRA, sur l'intelligence embarquée. On oublie en quelque sorte. D'ailleurs, le CEVO vient de publier, il vient de sortir de presse il y a 2 jours. Hein, c'est un MOOC, c'est un État en quelque sorte, un des grands projets du Val d'Oise, hein, et également la mise en lumière des majors, hein, et je peux vous dire que ça parle. Merci. Je retourne vers toi, vers les artisans, Michel. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, ont envie d'être artisans? Oui, complètement. Et si oui, est-ce qu'ils ont envie de s'installer dans le Val d'Oise? Alors, ils ont envie de s'installer dans le Val d'Oise, mais avant de devenir artisan, on va à l'apprentissage. Et c'est très important l'apprentissage, je pense. Aujourd'hui, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes dans la rue et qui n'ont pas de métier, qui cherchent à faire de l'apprentissage. Vous savez, entre le bout du Val d'Oise, qui est dans le Vexin, à Gonesse, vous avez vu les kilomètres? Il y a à peu près 60 kilomètres. En voiture, c'est 2 heures. En transport en commun, c'est 2h30. Donc, je le dis depuis un certain temps, il faut développer des centres de formation. Alors, évidemment, je veux dire, avec des CMA ou des CCI, peu importe, c'est pas le problème. C'est qu'il faut faire de la formation dans les jeunes, dans les métiers en tension. Vous savez, dans le Val d'Oise, c'est 250 métiers. Il y a quand même un certain nombre d'acteurs pour des centres de formation, qu'on peut retrouver d'ailleurs au travers la FFB. Eh bien, on n'a pas suffisamment de professionnels sur le terrain et des jeunes qui sortent des centres de formation pour venir alimenter les métiers en tension. Et si on ne fait pas attention à ça, si on ne développe pas les centres de formation demain, si on ne forme pas les jeunes, on n'aura pas les chefs d'entreprise de demain. Ça, c'est la remarque qu'on peut faire. Donc, particulièrement dans le Val d'Oise, je rappelle que la CMA a 3 centres de formation à Cergy, à Villiers-le-Bel et à Eubonne, mais que quand on prend la situation du bout du Vexin, par exemple, Magny-en-Vexin, pour aller se faire former, le matin, c'est 2h30 et le soir, c'est 2h30. Donc, ça veut dire que... C'est ce que je disais dans mon propos voilà. introductif tout à l'heure. Bon, je n'étais pas là, mais en fait, je veux dire... Le problème là, c'est fondamental. Je me bats depuis un certain nombre de temps pour créer un nouveau centre de formation avec des acteurs du département, avec la CCI, avec la région, avec le département, afin de mettre en place un grand centre de formation pour parer aux besoins de la main-d'œuvre, en fait. Et les jeunes, quand on les prend, quand on les met dans un centre de formation, on leur apprend un métier, ils ne sont pas dans la rue. Et ils ne vont pas faire des conneries. Donc formation, mobilité, on a bien entendu. Mobilité, c'est hyper important, vous vous rendez compte? Pierre, tu veux rebondir? Oui, alors Et on finira par toi. Je ne vais pas rebondir sur les chiffres de la CCI, mais nous, on a 85 000 ressortissants et 14 écoles en région parisienne. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Philippe sur Agoralim. Agoralim, c'est un projet, Philippe l'a dit, extrêmement innovant. Et c'est une chance pour ce département du Val d'Oise. Et je voulais vous faire une annonce ce matin. Avec la CEMARIS, nous allons créer une alliance pour Agoralim, qui va être un espace d'information et d'entrée pour tous ceux qui veulent participer à ce projet. Et je vous en dirai plus un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous annoncer ça. Et c'est moi qui vais piloter cette alliance. Ok, alors pour respecter le timing, on va mettre un terme à cette première partie. Philippe, tu vas rester avec nous pour la suite. Michel, Pierre, je vais vous remercier, merci beaucoup. Mais juste un point avant de nous quitter. Merci à toi. Je disais tout à l'heure dans mon introduction, comment est-ce qu'on peut faire, à partir de maintenant, qu'on ne reste pas dans l'entre-soi et que ce qu'on vient de se dire se transforme, quelque part, en action? Quels sont les leviers pour la formation? Parce qu'il ne faut pas qu'on sorte d'ici en se disant « Ok, on a entendu des choses intéressantes, c'est bien, il faudrait faire ça ». C'est maintenant, c'est comment on le fait. Comment on fait ça? Sinon, dans 1 an, on va se revoir, ou dans 2 ans, on va se redire les mêmes choses, et on en sera au même point. C'est un peu théorique ce que je dis. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on passe de la parole aux actes, et pas seulement qu'on laisse une trace écrite de ce qu'on s'est dit, mais qu'on ait un plan d'action derrière.
et qu'on y voit tous clair sur cette stratégie et cette mise en perspective. En 2 mots. Alors, je rappelle que le 26 juin, nous avons invité à la CMA pour justement développer ce qu'on peut faire ensemble avec les communautés de communes et les maires du Val d'Oise le 26 juin à 9 h. Et je suis complètement d'accord avec toi, Président, c'est que les acteurs du territoire partagent le même constat. Et l'enjeu est désormais d'agir ensemble, sérieusement, afin de relancer, je veux dire, tous ces leviers qu'on peut avoir sur le terrain, quelles que soient nos divergences, je veux dire CCI, CMA, peu importe, CEVO, on doit tous travailler ensemble pour arriver à trouver des chemins de développement. On est d'accord là-dessus? Ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de divergence, mais moi ce que je voulais dire, c'est que l'un des moteurs pour faire avancer tout ça et pour réussir à développer encore plus ce territoire, c'est l'alliance entre les maires et les entrepreneurs, et au travers des représentants qui sont des organisations patronales, les fédérations patronales, les chambres consulaires, la CMA, la CCI et la Chambre d'agriculture, ne l'oublions pas. Il y a des liens de plus en plus forts. On n'a qu'à regarder la présence des gens qui ne sont pas maires, ou en tout cas pas maires, qui sont ici au titre de leur entreprise à cette université dont je salue encore une fois le succès, et je vous remercie de nous avoir invités. Le moteur, il est là. Je vais vous donner un exemple, parce qu'il faut faire court. Moi, lorsque j'ai un jeune qui vient me voir en me disant, ou un jeune ou un moins jeune, un jeune entrepreneur, pardon, qui vient me voir en me disant, moi, je veux créer une entreprise, la première chose que je lui dis, est-ce que tu as été voir ton maire? Elle dit, pourquoi faire? Je dis, mais le maire, dans la ville, c'est lui qui a tous les leviers, c'est lui qui peut t'aider, et c'est lui qui va te dire déjà, au départ, si ton idée d'entreprise, c'est une bonne idée ou pas. Je vois Jean-Paul Gendon qui fait non, j'ai en envoyé plein à Sergi. Donc je pense qu'il y a l'un des moteurs, il est là. Et à la Chambre de commerce, comme à la Chambre des métiers, on fait plein de choses avec les collectivités locales, d'ailleurs, hein, les maires, les communautés d'agglo, etc. Et je pense que c'est vraiment un levier important. Et je terminerai par là. Vous avez un outil qui est, pour moi, hyper important et qui n'est pas assez utilisé, qui est le Made in 95, qui est on appelle ça un label, mais c'est pas vraiment un label, c'est une communauté où on met en avant tout ce qui fait de la valeur ajoutée dans le Val d'Oise et qui a des salariés dans le Val d'Oise. Et l'idée, c'est quoi? C'est de les faire travailler ensemble. Et on peut très bien imaginer des associations de commerçants, des commerçants. Il n'y en a pas assez qui sont dans ce Made in 95. C'est simple. Vous allez sur le site de la CMA ou le site de la CCI, il n'y a pas de souci. Et vous labellisez. Mon idée, enfin notre idée, c'est vous avez besoin d'un peintre, d'un sculpteur, d'un je sais pas quoi. Il vaut mieux aller dans le Val d'Oise. Commencez par aller dans le Val d'Oise s'il n'y en a pas un. Je vois mon ami Monsieur Kilic pour tout ce qu'il fait. Vous avez besoin d'entreprises comme ça. Allez sur le Made in 95. Vous allez trouver des gens et c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Les autres, ils viennent pas voir dans le Val d'Oise ce qu'on fait. Travaillons ensemble, merci. Et utilisez-le, Made in 95, utilisez-le. Eh bien, ça devrait faire l'objet d'une table ronde à lui tout seul sur ce thème, le Made in Val d'Oise. Je te promets qu'on y réfléchira. Ce qu'on s'est dit aujourd'hui est enregistré. D'ailleurs, vous pourrez tous revenir dessus de façon à ce qu'on laisse une trace de ce qu'on s'est dit et qu'on ait ces leviers d'action derrière qui nous permettent d'agir. Le seul souci, c'est que le Made in 95, ça vaut pratiquement une journée complète à lui tout seul. C'est ce que je disais. Philippe, juste 2 secondes pour finir. Oui, c'est simplement pour revenir qu'il y a 2 facilitateurs que le département a mis en place il y a 50 ans. C'est le CEVO et la CEMAVO. Et là, ce sont des facilitateurs. Et si on veut travailler ensemble, là, les traits d'union, il se fait par ces 2 outils. Eh bien, c'est dit. Merci messieurs, à vous. Philippe, tu restes avec nous. Je souhaite la bienvenue à monsieur Philippe Court, préfet du Val d'Oise, et à Marie-Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental. Merci Marie-Christine de nous avoir rejoints. J'appelle la deuxième partie de cette table ronde, donc Frédéric Anfray, président du MEDEF Val d'Oise, Sébastien Ramé, président de la Fédération française du bâtiment Val d'Oise, et Laurent Pillard, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Val d'Oise. Messieurs, veuillez me rejoindre pour cette petite demi-heure. Maintenant, on va évoquer les entreprises, on a évoqué les chambres consulaires. Maintenant, on va évoquer. Tu restes avec nous, Philippe, notamment pour le foncier, puisque tu avais des choses à dire sur le sujet. Laurent Pillard, Frédéric Anfray et Sébastien Ramé. Alors, messieurs, vous êtes en accord avec ce que vous avez entendu ? Ou est-ce que vous avez le droit de ne pas être d'accord ?
Alors déjà, je vais, Monsieur le Président, vous remercier de nous donner la parole en effet à votre Université des maires et merci de votre accueil. Oui, on est en accord. On est en accord parce que de toute façon, on travaille déjà ensemble et on se voit très fréquemment. Que ce soit à la Chambre des métiers, que ce soit à la CCI, que ce soit l'interprofessionnel avec mes collègues en effet des syndicats professionnels, on se voit très très régulièrement et les constats on les fait. On les partage et on essaye d'agir pour justement changer ce qui va pas bien et entretenir ce qui va bien. Alors, je vais vous poser une question à tous et le premier qui répondra aura gagné. Donc, est-ce que la crise est devenue le nouvel environnement des entreprises? Parce qu'on a vu, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, maintenant on a la guerre au Moyen-Orient. J'imagine que ce n'est pas un environnement facile. Est-ce que c'est devenu la normalité? Qui veut répondre? Frédéric. MEDEF. Voilà. Oui, je pense que depuis 2020, avec le Covid, on s'est habitué à être agile. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé à l'époque. Et on n'imaginait pas que les crises allaient succéder. Donc je dirais que c'est devenu la norme. Et on voit bien aujourd'hui que dans les 2 années qui viennent, on a énormément d'incertitudes politiques. On a aussi beaucoup de choses qui arrivent avec des normes européennes et des décisions européennes qui sont plus au niveau de la France. Hein. On a quand même beaucoup abîmé la filière automobile en France, et ça c'est l'Europe, hein, c'est pas la France. Et donc effectivement, on est dans l'incertitude, il faut s'adapter en permanence. Voilà, avec des évolutions sociologiques des salariés et des attentes qui sont différentes d'il y a quelques années. Donc on est résilient. Oui, et on est devenu agile. Et du coup, Sébastien, je disais tout à l'heure que les subventions sont devenues... On s'adresse à un public de maires, d'élus. Les subventions sont devenues difficiles à obtenir parce qu'il n'a plus d'argent. J'expliquais pourquoi le département, avec toute la bonne volonté qu'il a et tous les engagements qu'il a tenus, et tous les départements de France sont dans le même cas, devait aujourd'hui... diminuer sa voilure, enfin c'est à minima, que la région, ça allait devenir compliqué parce que tout le monde doit réduire sa voilure et que les subventions de l'État sont et deviendront de plus en plus contraintes et réduites. Comment est-ce que ça se traduit dans les métiers du bâtiment? J'imagine que l'impact, alors il y a un impact actuel probablement, il y a aussi un impact futur. Comment est-ce que tu vois ça? Alors déjà, il y a plusieurs choses. En effet, lors de la table ronde précédente, on a bien précisé que dans ces années électorales, il y avait un gel des projets et que naturellement, ça s'arrêtait. Alors on ne le comprend pas forcément. Là, quand même, on a une force. Alors oui, on rentre dans des années électorales. Il y avait les municipales cette année, il y aura les présidentielles l'année prochaine, il y aura peut-être les cantonales, enfin tout ça. Et on ne va pas attendre. Là, il y a quand même une force qui vient de passer. Les municipales sont passées. Sur le département du Val-d'Oise, il y a quand même une stabilité des élus. C'est-à-dire que les élus de terrain, les gens leur font confiance. Même si on a changé de quelques personnes, les couleurs politiques sont restées assez stables sur le territoire et beaucoup de gens ont été réélus dès le premier tour sur une grande partie des communes. Donc ça, c'est une force. Et c'est une force sur laquelle il faut qu'on s'appuie. Alors moi, j'entends le problème en effet de financement vis-à-vis des donneurs publics que sont les municipalités, les intercos. Mais il y a le recours à l'emprunt. Vous en avez parlé, Monsieur le Président, prochainement. Mais il ne faut pas bloquer l'investissement. L'entretien, en effet, de notre patrimoine bâti et de l'économie, elle vient aussi des donneurs d'ordre et des donneurs d'ordre, alors publics et privés. Il ne faut pas qu'on soit pour des problématiques électorales ou des problématiques court-termistes à l'arrêt sur ces projets-là. Donc c'est vrai que l'argent, il faut aller le chercher, il existe, il y a des investisseurs qui peuvent nous aider, il y a les circuits traditionnels qui sont un peu bloqués, il y a des circuits un peu plus innovants, avec des acteurs privés qui peuvent justement aider à mettre à la pâte, il y a Agoralim qui arrive, on en a parlé, il y a quand même des belles choses qui se font dans le Val d'Oise et je pense qu'il ne faut pas les négliger. Derrière ça, il y a aussi le souci, le sujet c'est PME. Les PME du Val d'Oise, on est moins cher que les grands donneurs d'ordre nationaux parce qu'on est des acteurs locaux, on travaille dans la localité et quand vous créez de la richesse en local et que vous payez des gens en local, c'est de l'argent qui reste sur le territoire et qui revient. Le problématique des DMTO, moi je me rappelle avoir alerté déjà il y a 5 ans quand on a rentré en crise dans le bâtiment en disant attention, s'il y a du crise dans le logement, s'il n'y a plus de mouvement dans les logements, ça va créer justement, ça va arrêter une roue qui finance et qui autofinance justement l'investissement public et local qui derrière donne du boulot, qui est un cercle vertueux. Et aujourd'hui, on le subit fortement par rapport à ça. Donc
Moi, aujourd'hui, voilà, il y a une échelle qui est passée au niveau des élections, c'est les municipales. Sur le Val d'Oise, on a quand même une certaine stabilité. Les projets, il faut qu'ils continuent, il faut qu'ils se relancent. Le problème de financement, il est partout. Hein. Dans nos entreprises, les problèmes de financement, les problèmes des prix, de hausse des prix, on vit vraiment la même chose. Mais je pense qu'il faut être malin, il faut être agile. On l'a dit aussi, il y a des moyens. Et faites confiance aux PME. On est sur de la juste valeur. Donc la valeur, elle est créée et là, elle est rentable, elle est investie sur le territoire, donc elle peut être renouvelée. Je pense vraiment que c'est le message que nous, on a donné. FFB, on est 1200 entreprises sur le territoire du Val d'Oise, on représente 12 500 salariés et c'est que des gens locaux, c'est que des gens de chez nous, c'est des administrés, c'est des gens qui vivent sur le territoire. Bien, donc un discours positif, c'est bien, ça nous permet d'avancer. Soyons optimistes pour répondre à ce que disait Pierre, je Voilà. pense que c'est nécessaire. Laurent, donc tu représentes les petites et moyennes entreprises. Quel est le défi, justement, pour les petites et moyennes entreprises ? Alors, je représente les petites et moyennes jusqu'au 26 juin, parce qu'on va changer de nom. Donc, je pense qu'ils vont enlever petites et moyennes, puisqu'on a des adhérents qui sont aussi des grandes entreprises. Il y a GRDF aujourd'hui qui est présent. Juste revenir sur un point sur le financement que vous cherchez tous, les 120 maires présents aujourd'hui. Vous en avez un, il est facile à trouver, c'est celui des entreprises. Hein. Je le dis souvent, l'entreprise, c'est le lien social et fiscal essentiel. Et dans une commune, il n'y a pas deux clans avec d'un côté les entreprises et de l'autre les habitants. Vous le savez, chaque entreprise qui se développe, chaque emploi, chaque mètre carré d'activité qui va être développé, c'est du service public en plus. Tu l'as dit, Patrice, tout à l'heure en introduction. Donc c'est important. Et ce que je soulignerais, moi, et c'est ce qu'on attend, nous, les entrepreneurs, les entreprises représentées aujourd'hui, c'est qu'on soit associé à des décisions, à la fiscalité locale, qu'on soit associé à des aménagements de territoire. Je vais prendre un exemple très très simple. À Saint-Ouen-l'Aumône, vous savez, il y a le cas de l'entreprise Brandt qui est partie en liquidation, et il y a le SAV qui se situe sur la zone d'activité des parcs de Saint-Ouen-l'Aumône. Il y a une réunion qui a été organisée pour le devenir de ce site. On a convoqué, donc c'est le conseil régional, je crois, qui a organisé ça, les chambres consulaires, services de l'État, quelques services, pas un seul représentant des organisations patronales, même pas la coopérative qui gère le parc où il y a 700 entreprises. Donc voilà, c'est le message que je voudrais faire passer. Oui, vous avez besoin des entreprises pour votre développement, je pense, et vice-versa. On a besoin aussi de salariés, donc on peut trouver effectivement ces salariés dans les communes. Mais c'est ensemble, je pense que le mot a été souvent utilisé depuis ce matin. Ensemble, on peut faire des choses. Donc n'oubliez pas les entreprises dans vos décisions. Je pense que dans les communautés d'agglo, par exemple, il pourrait y avoir des représentants d'entreprises, c'est important. Mais de même, dans nos instances économiques, il peut y avoir des représentants de l'UMVO. Je profite de la présence et je salue monsieur le préfet Cour ici présent. Il y a un comité départemental qui est organisé économique tous les 2 mois à la préfecture. Je ne sais pas si vous êtes associé, mais il pourrait y avoir un représentant de l'UMVO, le président, qui soit associé par exemple à ce comité départemental pour qu'il y ait un lien entre les entreprises, les maires, les communautés d'agglo. Voilà, on peut revenir sur des sujets plus douloureux dans le Val d'Oise si on parle des gens du voyage, où à chaque fois, moi une fois j'avais tapé du poing sur la table, où tout le monde se passait la patate chaude, hein, comme je disais. Je demandais au maire, ah ben non c'est pas moi, c'est la communauté d'agglo. Je demandais à la communauté d'agglo, ah ben non c'est pas moi, c'est le préfet. Et c'était l'ancien préfet, je lui ai dit, moi j'en ai marre, il faut que tout le monde se réunisse autour de la table et on règle les problèmes ensemble. Donc voilà, et le préfet Cour le fait très très bien et je le remercie. Ok, on le remercie tous collectivement. Alors, je reviens avant de redonner la parole à Philippe parce qu'elle sera importante sur la suite, mais j'ai une question à poser au MEDEF. Mais vas-y, réagis sur le point rapidement et j'ai une autre question à poser. Je voulais intervenir sur aussi la stabilisation sur le bâtiment que font les entreprises, puisque via la cotisation sur les salaires pour la construction de logements, nous avons aujourd'hui le groupe Action Logement qui est un des premiers, un des derniers, je dirais, à fabriquer du logement et qui soutient activement les activités économiques, mais qui crée aussi les conditions pour que nos salariés puissent avoir des emplois, enfin des logements assez proches de nos entreprises. Et le groupe Action Logement est pas mal présent ici. Je suis président du comité d'engagement de la Foncière Logement, qui construit beaucoup dans le Val d'Oise sur les QPV et sur les programmes d'INEO et autres. Donc Val d'Oise Habitat, par exemple. Voilà. Non, la Foncière Logement du groupe Action Logement, parce que ce sont des entités différentes. Val d'Oise Habitat est une très belle entité. D'accord, mais okay, donc vous êtes d'accord. Voilà, okay, d'accord. On est complémentaires. Okay. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, pour rejoindre ce que disait Sébastien, la construction est un élément extrêmement important parce que les emplois ne sont pas délocalisés. Et aujourd'hui, elle n'est soutenue essentiellement dans l'habitation que par le logement social de tout ordre. Voilà. Ok, merci pour l'éclairage. Moi, j'ai une question complémentaire. Est-ce qu'on a assez d'ETI dans le Val d'Oise ?
Alors, Donc, entreprise de taille intermédiaire. alors c'est un sujet qui existe depuis très longtemps en France, où la taille des entreprises est globalement plus petite que par exemple en Allemagne. Et on sait que les ETI, globalement les ETI familiales, sont beaucoup plus garantes de l'emploi et de la pérennité dans leur, je dirais dans leur localisation. Je voudrais prendre 2 exemples justement, parce qu'on a aujourd'hui aussi un problème de transmission d'entreprise. Et je voulais prendre et de rénovation des entreprises. Sur la rénovation des entreprises, je voudrais prendre le cas de l'usine Dassault, qui s'est modernisée en changeant de site et en construisant un nouveau site et en libérant du foncier. Et on avait réfléchi un petit peu avec monsieur le préfet de dire est-ce que ce ne sont pas des choses qui doivent se faire pour libérer du foncier sur des PME industrielles. Et aujourd'hui, on a beaucoup de PME industrielles dans le Val d'Oise, de petite taille. On a une course à la taille pour le financement, pour tout ça. Et je pense qu'il faut peut-être qu'on arrive à créer les conditions concrètes d'arriver à ce que des entreprises se regroupent pour continuer à exister et se moderniser. Merci. Tu veux rebondir Oui, rapidement? là-dessus, Après, sur je passe- les tailles d'entreprise, je pense que ça, c'est un vrai problème que nous avons là au niveau national. Pas tant sur le Val d'Oise, vraiment sur Non, bien sûr. la capacité que nous avons, enfin le carcan législatif dans lequel nous avons quand nous passons des seuils. Et je connais pas mal d'entreprises, et j'en fais partie à titre personnel sur mon entreprise, à ne pas vouloir trop grossir pour ne pas rentrer dans un schéma qui est très lourd à porter. Donc, c'est une contrainte administrative, c'est une contrainte fiscale. C'est exactement. Donc c'est un frein vraiment au développement là-dessus. Et c'est vrai qu'on n'a pas une linéarité de la fiscalité par rapport à la taille de nos entreprises et dans les volontés de croissance qu'on peut avoir en effet. Alors parfois ces freins sont plutôt des freins mentaux, hein. Mais c'est vrai que ça nous bloque dans ce développement, ce qui n'existe pas en Allemagne où la croissance peut être plus de portée. C'est vrai que nous avons dans le Val d'Oise des très grandes entreprises. Et là je m'adresse un peu au CEVO sur l'implantation de ce genre de choses, ou plutôt un modèle PME et la taille intermédiaire. On en a. Il ne faut pas dire qu'on n'en a pas, mais à l'échelle vraiment de la répartition actuelle, il en manque peut-être un peu, mais je pense que c'est plutôt vraiment une réflexion nationale, ce cas-là. Ok, alors juste un tout petit rebond rapide parce qu'on a vraiment très peu de temps. Très rapide, Et juste. après, L'autre frein aussi, il est sur le foncier. La Tribune a sorti un article il y a 2 jours. Plus de foncier pour les entreprises d'ici 2030, c'était la prévision. Et là, c'est 2027 en Ile-de-France. Donc, alors c'est la transition parfaite avec la question que je voulais poser à Philippe. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Est-ce que si on veut accueillir des entreprises, on sait les installer? Alors, il y a plusieurs schémas. Il y a celui de créer les conditions d'attractivité du territoire, mais une fois qu'on a créé ces conditions d'attractivité, qu'on a les infrastructures, etc., où est-ce qu'on les accueille? Est-ce qu'on sait le faire? Est-ce qu'on a les réserves foncières pour le faire? Alors, c'est une vieille question, parce que le foncier en Val d'Oise, le foncier économique, a toujours été rare. Il est rare et il était cher, hein, bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes, ça fait longtemps d'ailleurs que nous sommes en dessous des 200 hectares hein, de réserve. Et il est vrai que la loi climat hein, est venue alourdir, hein, puisque ZAN s'impose. C'est vertueux, hein, mais à force d'être vertueux, ça peut devenir pervers, hein, et notamment complètement castrateur hein, dans le domaine qui est le nôtre. Toutefois, il convient aussi de choisir la destination du foncier. Hein. On a, je le crains, dans les décennies précédentes, on a gâché du foncier par de la logistique notamment. Aujourd'hui, hein, c'est la valeur ajoutée en termes technologiques ou en termes d'emploi hein, qui doit compter. Et nous avons des réserves. Hein. Ces réserves, elles sont en réalité sur la reconversion. Nous avons des parcs aujourd'hui. Bon, la vallée de l'Oise est parmi les grands territoires en Europe hein, en parcs d'activité, mais ils ont vieilli. Ils ont vieilli, ils ont été conçus aussi hein, sur des superficies importantes, souvent vertes, et tant mieux, hein, bien entendu. Hein. Mais il y a de la verticalité à reconquérir. Sur le territoire d'ADP, hein, qui est là aussi, il y a du foncier à reconquérir, hein, soit latéralement, mais aussi en verticalité. Nous pensons que les conditions hein, économiques permettent aujourd'hui hein, de reconquérir. Il y a un exemple. Bon, ça a été assez compliqué, voire épique, hein, l'opération Brandt, hein, puisque bon, le CEVO hein, donc, a été à la manœuvre et la CEMAVO a pu, ce n'est pas formalisé, mais l'acquisition du site hein, va revenir donc à la CEMAVO. Là, il y a de la reconversion, mais aussi de la réserve.
Bon, on va manger du terrain, mais il est en zone industrielle. Donc il faut repenser à la fois donc, la structure des parcs, et d'ailleurs c'est l'un des axes que la CEMAVO se donne aujourd'hui, de même que la transition énergétique. Il n'y a pas que l'aménagement, et nous continuerons, c'est notre mission bien entendu, mais il y a véritablement des voies. Je crois d'ailleurs que sur cette question de la verticalité et de la réaménagement des parcs d'activités, Monsieur le Préfet avait laissé un message l'année dernière. Monsieur le Préfet aura la possibilité de dire un mot de tout ça tout à l'heure, puisqu'il aura la parole. Voilà. En tout cas, merci, messieurs, pour votre intervention, d'avoir concouru à ça. On a aussi des choses intéressantes. Encore une fois, on pourra en parler des heures. Philippe, tu voulais redire un mot? Oui, je veux dire une chose. J'ai beaucoup cité, puisque bon, j'ai la chance, l'honneur de présider la CEMAVO, les CEVO, grâce à mes collègues du conseil départemental. Ce sont deux outils indispensables. Je confirme. Indispensables. Or, l'encadrement législatif, loi NOTRe, pèse sur les compétences. Nous avons, nous, une compétence d'attractivité. Nous avons une compétence qui est celle également de tout ce qui est réorganisation. Le soutien direct à l'entreprise est interdit, c'est OK. En revanche, il faut que vous soyez solidaires, il faut que les agglomérations, il y a 4 agglomérations importantes, avec chacun des services économiques, et c'est justement, et j'apprécie particulièrement, et leurs présidents, entre autres, sont présents ici, de travailler en coordination. Le département a en difficulté aujourd'hui, maintient son soutien au CEVO. Et je dois vous le dire, vous devez le savoir, mes chers collègues, la région Île-de-France trahit sa mission économique. C'est clair. Choose Paris Région ne joue pas son rôle sur notre territoire. Il nous en avait confié au CEVO la mission de relais. Nous en étions financés par la région. Avec une brutalité sans concertation, la région a suspendu tout financement sur une de ses compétences majeures. Eh bien, c'était le billet d'humeur de Philippe Sueur aujourd'hui, président du CEVO et de la CEMAVO. Je retiens quelques mots forts de ce qui ressort de cette table ronde. Donc, résilience, agilité, positivité, qu'on a une contrainte avec le foncier, mais qu'on sait la surmonter parce qu'on a les ressources pour le faire. Enfin voilà, donc les indicateurs sont ouverts, mais ça sera de toute façon pas facile. Donc on est armés. Merci messieurs. Mesdames, messieurs, on se retrouve dans 20 minutes à peu près. On a une petite pause qui va vous permettre d'aller vers nos partenaires. N'hésitez pas à discuter avec les personnes que vous connaissez, celles que vous ne connaissez pas. On se retrouve ici dans 20-25 minutes.